La vérité sur le système Epstein aux éditions First, ouvrage édifiant dans lequel on découvre à la fois l'itinéraire du jeune Epstein et la manière dont il a construit sa fortune, la machinerie industrielle qui lui permettait en fait de recruter ses victimes et ses liens accablants avec la France. Sa base avancée, c'est tout à fait stupéfiant là aussi. Alors, ce livre, c'est d'abord le mode d'emploi de tout un système. Hein. Oui, pour le contexte d'abord, tout est documenté dans ce livre, basé bien évidemment sur des enquêtes journalistiques, des auditions sous serment, des échanges de mails et bien sûr les fameux Epstein Files, soit 3 millions de documents d'archives. Et effectivement, on comprend très rapidement qu'une véritable entreprise criminelle était organisée autour de Jeffrey Epstein avec un organigramme bien précis. 10 personnes gravitent autour de lui. Vous l'écrivez d'ailleurs, Jeffrey Epstein était au sommet. Ghislaine Maxwell était en quelque sorte une directrice opérationnelle. On aurait pu aussi ajouter le rôle des médecins qui soignaient les victimes liées aux criminels par des relations financières, garantissant bien évidemment leur silence. Vous écrivez d'ailleurs, le système Epstein présente les caractéristiques d'une entreprise criminelle au sens du RICO. Le RICO, c'est cette loi américaine créée au début des années 70 pour lutter contre le crime organisé. En clair, il est question d'une organisation structurée, division du travail, financement par des activités illicites et licites mélangées, continuité temporelle sur plus de 2 décennies. Ce que l'on découvre aussi dans votre livre, comme jamais auparavant, c'est la machine financière mise en place par Jeffrey Epstein. Pour vous, comprendre d'où venait son argent, c'est comprendre comment le système a pu exister, c'est la fortune qui finance les résidences, les avions, l'île privée, c'est-à-dire l'infrastructure du réseau criminel. Il s'enrichit d'abord grâce à ses relations avec certains milliardaires, le premier du nom, Leslie Wexner, fondateur de plusieurs marques de vêtements comme Victoria's Secret ou encore Abercrombie & Fitch. Il devient alors son gestionnaire de fortune. Jeffrey Epstein peut alors profiter de son argent comme bon lui semble. Aujourd'hui, les avocats de Leslie Wexner dénoncent des centaines de millions de dollars de détournement. Ce qui marque aussi, c'est le montant des honoraires perçus par Jeffrey Epstein. Un exemple, cette fois avec Léon Black, cofondateur de l'un des plus grands fonds de capital investissement au monde. Cet homme lui aurait versé 158 millions de dollars pour des supposés conseils fiscaux. Il y a aussi, et ce n'est pas fini, les nombreuses sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux, sans oublier le rôle des banques, et pas n'importe lesquelles, les plus prestigieuses au monde, comme JP Morgan, Deutsche Bank ou encore Bank of America. Près de 2 milliards de flux au total. Les transactions étaient suspectes, les signalements ont eu lieu très tardivement. Vous décrivez, Alain Bauer, ce système financier global comme une activité réelle, mais dont la fonction première était de servir d'infrastructure à un système plus vaste, captation, d'intermédiation, de prédation. Pierre, comment fonctionnait le recrutement des victimes? Eh bien là aussi, vous décrivez un système quasi industriel avec un mécanisme constant. Des intermédiaires repèrent les victimes dans des lieux publics. Le profil est toujours le même. Une adolescente de 13 à 17 ans issue d'un milieu pauvre. On lui propose alors de faire un massage à un homme riche en échange de 300 $ maximum. La victime est alors conduite dans sa résidence de Palm Beach. Elle est reçue par une assistante. Vous écrivez alors, Jeffrey Epstein apparaît en peignoir, s'allonge sur une table de massage et demande à l'adolescente de se déshabiller. Le massage se transforme en agression sexuelle, attouchement, masturbation, viol. Les victimes devenaient ensuite elles-mêmes des recruteuses pour trouver de nouvelles proies. Tout cela était savamment pensé. À la tête de ce système, donc, Ghislaine Maxwell, elle avait monté un réseau complet d'assistantes et de recrues. Alors, ce qui est stupéfiant aussi, ce sont les liens avec la France, plus solides qu'on ne l'imaginait. Hein. Oui, vous parlez même d'une base avancée à Paris. Cette base, c'est ce duplex de 800 mètres carrés situé avenue Foch, non loin de l'Arc de Triomphe, acheté en 2001 par Jeffrey Epstein. Voilà ce que trouve la police lors d'une perquisition en 2019. Des photos avec Donald Trump, avec le prince héritier saoudien pour impressionner les visiteurs. Une salle de sport avec des portraits de femmes nues, des portraits de femmes nues sur les murs. Idem dans une salle de massage. Voilà ce que vous dites dans votre livre. Ce pied-à-terre
locataire parisien deviendra pour 2 décennies l'avant-poste européen de sa conquête méthodique des élites et de l'expansion de son réseau de prédation sexuelle. Au cœur de cette French Connection, comme vous l'appelez, plusieurs hommes sortent du lot. Jean-Luc Brunel, l'un des rabatteurs en chef, il était d'ailleurs l'un des contacts prioritaires à joindre à Paris. On peut aussi évoquer Daniel Siad, lui aussi rabatteur, ou encore le photographe Antoine Verglas. Son nom apparaît 600 fois dans les Epstein Files. À de nombreuses reprises, il aurait pris notamment donc des photos chez Jeffrey Epstein, mais servait lui aussi à recruter des jeunes filles. Mais le plus marquant dans cette French Connection, c'est sa proximité avec Caroline Lang, la fille de Jack Lang. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2012. Elle gère ensuite les voyages et rendez-vous de son père. Jeffrey Epstein aura une relation très particulière avec Caroline Lang, presque intime, raison pour laquelle d'ailleurs elle figure sur son testament dans les 10 premiers bénéficiaires, avec un legs de 5 millions de dollars. Merci beaucoup. Il y a bien un système Epstein, pardonnez-moi. C'est un système de système. Alors on peut faire les deux. Hein. D'accord. Il n'y a pas de règle particulière au-delà de la polémique. L'important, c'était la question sur le système. Non, en fait, au début, je me suis demandé, mon aversion pour le complotisme général m'amène à toujours regarder les choses de très loin, me dire que tout ça est un tissu d'ânerie, Vous aimez bien ça, de oui. délire, etc. Et puis, en fait, il faut toujours tout vérifier, tout regarder comme une enquête criminelle. Une enquête criminelle, ça commence par les faits, puis les pièces, puis les documents, puis les témoignages, puis la vérification des témoignages. Éventuellement, une deuxième vérification ne fait pas de mal. Puis à un bout d'un moment, on sort du microscope de chaque affaire est une affaire. Et c'est une journaliste de Floride qui, la première, va se lancer dans cette affaire et découvrir qu'il n'y a pas un dossier Epstein, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Il y a un réseau. Et ensuite, elle va élargir le réseau avec une autre journaliste, elle, de New York, qui va d'ailleurs être censurée par sa propre rédaction pour ne pas dire ce qu'elle est en train de découvrir. Et de fil en aiguille, on reste dans cette espèce d'entre-deux. Est-ce que c'est un prédateur très puissant, Oui. mais c'est un prédateur très puissant, ou est-ce que c'est autre chose? Et puis les 3,5 millions de documents sortent des coffres-forts du FBI, de la police, du département de la justice qui les a récemment gardés, en en caviardant la moitié. L'ancienne attorney générale des États-Unis ayant même révélé la semaine dernière qu'elle avait caviardé des choses dont elle ne savait même pas qu'elle les caviardait, qu'elle aurait peut-être pas dû les caviarder, et que de toute façon c'était pas de sa faute. Et en fait, le pas de sa faute, je savais pas, j'étais au courant de rien, et c'est à l'insu de mon plein gré, est devenu la règle générale de « mais non, en fait, pas du tout ». Alors que Jeffrey Epstein, il est au cœur d'un système de systèmes. Charles Ponzi, il a inventé, il n'est pas le premier escroc de l'histoire financière de l'humanité, mais il a inventé une industrie de l'escroquerie financière. Et d'ailleurs, dès que vous en avez une, on dit c'est un Ponzi. Et bien Epstein, c'est l'inventeur du plus grand système de prédation sexuelle intégrant le racket, le chantage, le trafic de renseignements, le trafic d'armes et la prédation sexuelle. Chacun rendant service et finançant l'autre dans une logique absolument incroyable. D'ailleurs, à plusieurs reprises, je me suis demandé à quel point je n'étais pas en train de m'égarer pour être sûr de systématiquement relancer, revérifier, etc. Et quand je dis que Paris était l'avant-garde, en fait, c'est pas exact, car grâce à vos collègues de la BBC, il y a un mois à peine, on a découvert que Jeffrey Epstein avait 4 lupanards, je ne sais pas comment les appeler autrement, alors on va faire comme ça, qui recevaient des centaines de jeunes filles mannequins venues en général des pays de l'Est à Londres, dans les plus beaux quartiers. Il ne faisait pas que les accueillir pour le tourisme. Jeffrey Epstein a fait de nombreuses visites en France pour acheter des châteaux. Au-delà de celui qui appartient à la famille Maxwell, qui n'est pas tout à fait secondaire dans à la fois son organisation et sa présence, il a fait de nombreuses visites et donc il n'est pas impossible, au vu de ce qui est en cours. Et pour une fois, permet de dire du bien de la justice, Madame Becchio, la procureure de Paris, a lancé 2 enquêtes grâce aux 3,5 millions de documents, car s'il y avait un début d'enquête en France en 2019-2020, il n'était pas allé très loin. Depuis ce début d'enquête, il y a 11 nouvelles plaintes. 11 nouvelles plaintes. On pense qu'il y a une centaine de victimes françaises, en France ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est un peu compliqué de localiser où se sont passées les agressions, et on n'est pas encore arrivé au bout de cette affaire. On n'en est qu'au début. C'est comme une affaire Pellico, c'est comme une affaire que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que je fais le lien entre toutes ces affaires. Là, vous décrivez toutes ces un affaires système, ressemblent utilisent et ressemblent à au même dispositif, notamment par le nombre de victimes qu'on découvre dès qu'on commence à tirer et qu'enfin on commence une enquête, qu'on va chercher l'enquête, qu'on va au fond des choses, on découvre que c'est pas une victime, 2 victimes, c'est 10 victimes, 20 victimes, 30 victimes, 50 victimes. Comme Betaram. Donc vous venez de nous décrire un système. Un système de système. C'est au-delà même du système. Comment réagissez-vous à toutes ces informations? Mais pourquoi ça a duré aussi longtemps? Personne n'a
a vu le système? C'est-à-dire que tout le monde a vu et tout le monde a considéré qu'il fallait enterrer, comme Bétarab, C'est-à-dire comme quoi, le périscolaire. Si vous regardez l'histoire du périscolaire, et qui n'est pas seulement parisien, vous vous rendez compte que des plaintes, il y en a depuis très longtemps. Que la plupart d'entre elles n'ont pas avancé parce que le système éducatif a dit « Ah oui, mais c'est pas moi ». En fait, chacun pense qu'il a bien fait ce qu'il avait à faire dans sa ligne de nage. C'est un peu l'explication de, en fait, le vol des bijoux du Louvre n'a pas eu lieu puisque tout le monde a bien fait ce qu'il avait à faire. Vous expliquez très bien la manière dont il organise des centres de santé pour prendre en charge les jeunes femmes qui ressortent blessées de ces soirées et de ces nuits d'orgie. Avec des médecins qui disent « Mais je l'ai soignée, mais je n'ai pas cherché à savoir pourquoi elle avait une infection ou des blessures graves. » Comme, hélas, une des jeunes filles dans l'actuelle affaire dont vous parliez tout à l'heure, dont on n'a pas seulement la parole de la victime, mais enfin des faits avérés d'un point de vue médico-légal. Je dirais. Donc ces éléments-là qui sont intéressants, c'est que le processus de chacun se couvre, se tait et parfois bénéficie soit de l'argent, par des dons bien orientés, soit d'un peu plus par pourquoi ne pas profiter de cette jeune et magnifique mannequin? Parce que l'entourage, c'est aussi la logique du mannequinat et de l'utilisation des mannequins pour faire bien d'autres choses que des défilés. Vous montrez tout à l'heure une photo avec Donald Trump. Savait-il? Alors, il dit, je savais qu'il était malfaisant dans une intervention qu'il fait auprès du shérif de Palm Beach. Donc, il y a un côté, ce mec est dangereux. Il y en a un autre, je le connais. Mais je l'ai fréquenté. Mais je l'ai fréquenté. Et je le fréquente encore. Mais pas plus que ça. Ah, oui, mais pas plus que ça. Je le connais sans le connaître. Ouais. Et pour l'instant, on a fait un résumé très précis. Donc il y a un très grand nombre de rumeurs sur Donald Trump. La plupart d'entre elles ne sont ni validées, ni confirmées et ne font pas l'objet d'une plainte. Il y a une seule et unique plainte dont nul ne sait pour l'instant ce qu'elle adviendra. Et ce qui est fascinant aussi, je trouve, c'est de découvrir la facette du personnage. On se dit c'est un génie à la tête de ça. Et en fait, c'est un pauvre professeur de mathématiques, pas très brillant, je reprends votre expression, qui, en fait, par le système, arrive à établir... C'est un escroc remarquable. Le charme, il séduit, la séduction. Il séduit, alors il ne séduit pas que des femmes ou des jeunes filles. Il séduit des magnats, des milliardaires, des hommes politiques, des magistrats, procureurs à l'américaine, mais quand même, des policiers, et soit il les achète, soit il les séduit, et il les achète pas seulement avec de l'argent, il l'achète aussi avec des filles. Et donc c'est cela, mais il fournit aussi des renseignements à un ancien Premier ministre israélien qui lui permet d'avoir un contact avec un ministre russe très important, ce qui permet d'avoir une relation. Alors il y a une base norvégienne, je dois dire qu'elle m'est un peu tombée sur les genoux, parce que la Norvège n'est pas considérée comme l'espace naturel du stupre et de la fornication, et pourtant la base la plus impressionnante, c'est en Norvège, y compris les familles royales. Tout ce qu'on est en train de décrire sur cet homme et l'organisation qu'il a réussi à mettre en place, qu'est-ce qu'elle vous inspire comme commentaire? Que deux choses, l'imagination humaine est sans limite. Sans limite. Et certains arrivent à en jouer. Et puis, il y a un moment donné, et on le retrouve d'ailleurs pour les plaintes des mineurs ou des enfants. Oui. C'est tellement inimaginable, inaudible ou inentendable que parfois, effectivement... la société fait qu'on regarde à côté. On se dit, c'est pas possible dans cette ampleur-là. C'est une affaire isolée par ailleurs, etc. Et en fait, moi-même, j'ai eu, faut être honnête, au début, quand on m'a dit, il faudrait regarder de plus près l'affaire Epstein, moi, on me l'a dit ça en 2020. J'ai dit oui. Bon, d'accord, mais alors j'ai commencé à lire vous faites bien le Bauer, là. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. J'ai regardé le premier papier de la journaliste de Floride, puis j'ai vu son livre, puis j'ai commencé à regarder les autres livres. Alors qu'on était dans le complotisme le plus délirant. Je me suis dit, bon, on va s'arrêter tout de suite. Et puis quand les 3,5 millions de documents sont sortis, j'y suis allé dans les 3,5 millions de documents. Avec des collègues, avec des amis journalistes, des gens que je connais au FBI ou dans les services de police. Je travaille toujours avec celle de New York plutôt sur l'antiterrorisme, mais quand même, au fur et à mesure, eux-mêmes disaient qu'ils avaient été sidérés par les connexions qu'ils découvraient au fur et à mesure et qu'ils étaient dans le même état que moi. Ils n'y ont pas cru au départ, puis à un moment, ils ont dit on va s'arrêter parce qu'on va devenir dingue. Ouais. Donc j'ai voulu rester dans une logique et tout a été vérifié, tout a été contrôlé, tout a été revérifié, recontrôlé. Et encore, on découvre encore aujourd'hui, il y a 1,5 million de documents qui n'ont pas été diffusés. Alors dans le 1,5 million, il y a beaucoup de documents en double, en triple, en quadruple, c'est ce que c'est dans une procédure, on compile beaucoup. Mais quand Madame Bondy dit il y a des choses qui ont été caviardées qui n'auraient pas dû, il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour décaviarder, ce qui amène à voir d'autres personnes commencer à apparaître. Il y a des nouvelles
nouvelles personnalités qui sont mises en cause, y compris en France et en Angleterre, aux États-Unis, tous les jours. Il y a encore une procédure qui vient enfin d'être lancée sur ce qu'on appelle le ranch Bravo, où là, il y aurait eu 2 cadavres enterrés. Il y a un courriel qui dit j'ai bien enterré les 2 personnes qui de l'ancien manager du ranch en question. Et donc, le début de l'enquête vient d'avoir lieu aujourd'hui. Enfin, hier, il y a eu un mandat visant à fouiller enfin, ce qui n'a jamais été fait, le ranch en question. Alors que ça fait très exactement, je crois que le courriel date d'il y a 15 ans. Ça fait 15 ans que ce courriel est dans les fiches. Ce qui est terrible, c'est que tout ça nourrit quelque part le complotisme. Totalement. Exactement. Alors qu'en fait, je pense pas que ce soit du complotisme. C'est ce qu'on disait, c'est effectivement, c'est tellement gros et quelque part tellement évident qu'on ne veut pas le voir ou qu'on ne peut C'est pas ça le la voir. conclusion. C'est que plus c'est gros, Alain, plus c'est gros, plus ça passe. Attention, il y a les complotistes, etc. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'ils sont fous ou dingues que une partie de ce qu'ils disent n'est pas vrai. En fait, ils construisent à partir d'éléments réels toute une série de délires. Mais si on veut vraiment reprendre la confiance du public et leur dire ce qu'est la réalité, il faut leur dire tout ce qu'on sait. Oui. Arrêtez de le mettre sous le tapis. De toute façon, ça ne marche plus. On est dans une autre ère. Et donc, le livre, il est là pour ça. Il dit, voilà tout ce qu'on sait, tout ce qui est vérifié, tout ce qui est vrai, tout ce qui est véridique, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas confirmé. J'ai fait aussi ce travail en disant, ça, c'est pas vrai. Ou ça, on n'en sait pas, ou on n'en sait rien, ou ça, il n'y a pas d'éléments. Et puis, ça permet de dire, voilà. Mais je pense que je n'en suis qu'au tome 1.